Bonjour, bienvenue sur Multiface, le podcast des entrepreneurs multidimensionnés. Ensemble, on va rencontrer ces femmes et ces hommes qui osent, ces audacieux, ces multifacers qui ont décidé d'aligner plusieurs cartes dans leur vie professionnelle et personnelle. Peu importe qu'ils aient réussi ou non, vous et moi allons essayer de comprendre ce qui les incite à repousser leurs limites. Multiface a pour vocation de nous frayer un chemin vers ce qui nous anime, de pousser à l'action et faire évoluer les mentalités. Je suis Grégory Mirabella et merci d'écouter Multiface. Eh bien bonjour. Bonjour. Comment vas-tu, Régis ? Très très bien. Bon, écoute, je suis ravi de t'avoir avec moi. Bienvenue à tous ceux qui nous écoutent. Bienvenue pour ce 3e épisode du podcast Multiface que j'ai l'honneur d'animer, tout simplement. Alors aujourd'hui, pour ce 3e podcast, j'aurais aimé faire 3 grands coups, comme on le fait au théâtre. Mais malheureusement, j'ai pas de brigadier avec moi. Puis l'espace qu'on occupe actuellement ne permet pas vraiment. En tout cas, je voulais. Pourquoi les 3 grands coups ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, j'ai un ami de longue date avec moi qui s'appelle donc Régis Lianti. Donc je te donnerai le soin de te présenter tout seul. Mais Régis est un ami de longue date. On se connaît depuis maintenant 25 ans. En fait, dans l'avion tout à l'heure pour Paris, en provenance de Marseille. J'ai fait le calcul, je crois qu'on s'est rencontrés en 6e. Exactement. Donc si on fait le calcul, par rapport à nos âges respectifs, ça fait 25 ans. Ça va faire 25 ans. Ouais, ça fait 25 ça ans. passe. Ça passe super vite. Ouais. Trop vite. Du coup, on essaie de profiter de ce temps-là et de faire ce qu'on peut de notre vie du mieux possible. Alors, on s'en sort bien. Ouais, et puis, écoute, Régis, je suis vraiment heureux que tu aies accepté mon invitation parce que tu es, pour moi, un autre exemple de parfait de ce qu'est un multifacer. Un multifacer, c'est une personne qui participe au podcast Multiface, mais aussi une personne qui peut s'identifier à une personne qui est donc interviewée dans ce podcast. Mais je prendrai vraiment aucun risque en disant que ton profil est certainement l'un des plus atypiques que j'aurai l'honneur de questionner. Que j'aurai à questionner. En fait, ce qui me fascine et là, j'ai pas peur d'insister sur le mot, ou plutôt le verbe fasciner, c'est le parcours que tu as suivi, ou plutôt décidé de suivre. Et ici, le mot décision, encore une fois, est important parce que tu as pris cette décision de quitter un emploi stable et plutôt, on va dire, rémunérateur, voire très rémunérateur, plutôt bien. Dans une superbe entreprise monégasque de fabrication de bijoux, il me semble. Absolument, on c'est tout à fait ça. De bijoux de luxe, d'ailleurs. Et pour en fait devenir comédien et entrer dans un milieu certes passionnant, mais qui est bourré d'incertitudes. Complètement. Alors je dis bien, tout à l'heure, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit bien devenir comédien, parce que tu avais certainement des qualités en tant qu'acteur, et avant que tu rejoignes le cours Florent. Et je peux même en témoigner, parce qu'avec ma femme, on t'a vu à l'œuvre il y a une dizaine d'années, je ne sais plus quand d'ailleurs, peut-être avant. Les cours Florent, non ? Ah oui, c'était bien avant le cours Florent, c'était à Cagnes-sur-Mer. C'est ça, donc, en fait, dans une pièce de Pagnol. Je crois que c'était Fanny ou Marius ? C'était Marius. Avant que tu fasses le grand saut. Exact. Mais en fait, je dis bien. Mais en fait, je dis ça parce que je considère qu'on ne naît pas comédien, on ne naît pas entrepreneur, parce que tout simplement, en fait, c'est pas dans nos gènes. On peut avoir un don. Mais de toute façon, on est toujours dans une constante amélioration. Donc, il faut toujours en train d'apprendre, toujours en train de travailler. D'ailleurs, on va en discuter. Et du coup, pour cet épisode, il y a 2 sujets que je souhaiterais aborder avec toi. Déjà, comment et pourquoi, en fait, surtout, on décide de quitter le monde de l'entreprise pour rejoindre le monde du théâtre, le monde du cinéma ou de la comédie. Et deuxième point, c'était est-ce qu'il y a réellement une différence entre être entrepreneur et être acteur. Donc voilà. Mais avant d'attaquer ces points-là, j'aimerais que tu prennes le soin de te présenter auprès de nos éditeurs et que tu nous relates un peu en fait ton parcours jusqu'à aujourd'hui. D'accord.
Alors, du coup, on va parler du parcours qui va concerner le choix que j'ai fait. Ouais. Donc, je suis Régis Lionti, ami de longue date de Greg. Que dire, j'ai fait des études très ciblées pour travailler dans le milieu du commerce. Donc, une prépa HEC, une école supérieure de commerce. D'ailleurs, c'est celle aussi où on s'est retrouvés. Ce qui était très drôle. Après le lycée. Après le lycée, ouais. Et ensuite, j'ai donc trouvé cet emploi à Monaco, donc dans une société qui fabrique des bijoux. Donc, c'est une usine de bijoux. Le siège est à Monaco. Les usines sont en Chine. Et donc, il est géré à la fois de Hong Kong et de Monaco. D'accord. Monaco servait essentiellement de bureau commercial. D'accord. Donc, moi, j'ai bossé chez eux pendant 5 ans. C'était super, vraiment. Pas besoin de prendre de vacances tellement le boulot était passionnant. Non, mais c'est vrai, en 5 ans, j'ai pas pris un jour de repos. T'as visité le monde entier. J'ai visité le monde entier. J'étais donc... j'ai pas commencé en tant que responsable grand compte, mais c'était le dernier titre que j'avais au sein de la société. Mais ce boulot m'a permis de voyager énormément. J'étais responsable de quoi comme secteur alors? De mémoire. La Russie, l'Europe de l'Est, l'Asie, les dom-toms, ça c'était très agréable. L'Italie. Et donc, mon boulot était de trouver des gros clients, donc c'était uniquement du B2B, qui avaient soit des chaînes de bijouterie, des chaînes de magasins, donc par exemple 1000 magasins en Pologne, ou, peu importe, tu vois, en Russie, etc. Aller négocier avec eux au sein du bureau et au sein du service achat, la création d'une collection, la mise en place d'une collection au sein de leur bijouterie. D'accord. Ou alors travailler avec des grossistes pour qu'eux ensuite proposent dans leur pays les bijoux qu'on fabriquait. D'accord. Donc ça, c'était hyper passionnant. Professionnellement, donc voilà le parcours que j'avais et que j'adorais. Alors certes, tu as adoré, mais apparemment il y a quelque chose que tu as adoré encore plus que ça, qui m'a fait changer complètement de vie. D'accord. Et c'est marrant. Alors si on peut déjà en parler, je sais pas si tu veux que je rajoute d'autres choses. Bien sûr, sur, vas-y, moi je te laisse sur libre. Moi, oui, on va dire que quand même depuis tout jeune, j'ai grandi dans un milieu assez artistique. D'accord. Mon père était musicien, il est toujours d'ailleurs, il s'est bien remis depuis qu'il est à la retraite. Donc moi je me réveillais tous les matins, tous les week-ends avec Pink Floyd à fond, avec les Rolling Stones, avec les Beatles, etc. Donc c'était sympa des fois, mais aussi quand tu veux faire une grasse mat, c'est pas pratique. Mais bon, quand tu apprends à grandir dans ce genre de milieu artistique, je pense que ton cerveau réfléchit différemment. D'accord. Donc, et au lycée, tu pourrais un peu étayer un peu tout ça. Comment tu penses qu'on peut réfléchir différemment lorsqu'on est influencé par le monde artistique? Tu parlais tout à l'heure dans la présentation de dons. Ouais. Pour moi, les dons, il peut y en avoir certains qui sont vraiment... certaines personnes qui sont vraiment exceptionnelles. Mais pour moi, un don, c'est plutôt... Comment une personne va se trouver dans un milieu particulier, tu vois. C'est-à-dire, quand tu grandis dans un milieu où tu écoutes beaucoup de musique, je pense que ton oreille va apprendre à écouter la musique et donc tu vas développer ce qu'on appelle l'oreille musicale. Tout à fait. Chez moi, il y avait ça, il y avait un piano. Donc moi, depuis tout gamin, j'avais 2 ans, je marchais à peine. J'allais jouer Olivier Tom ou XOR au piano alors que je marchais pas, tu vois, d'oreille. Donc mes parents m'ont mes parents m'ont inscrit au conservatoire et que j'ai pu rentrer, quoi. Donc j'ai fait de la musique très jeune. Donc tu vois, je pense que quand tu disais un don, pour moi, c'est le milieu dans lequel tu évolues va créer tes qualités. Après, influence forcément en fait tes qualités. Après, à toi de les travailler. C'est ça. Si tu les laisses toutes seules, tu vas pouvoir gratter de la guitare, par exemple, si on parle de guitare, faire le beau à la plage, mais tu seras jamais bon, quoi. Si tu travailles, c'est vrai, ça. Tu peux être bon. Tout à fait. Et donc, plus jeune, c'était au collège ou au lycée? C'était au lycée. Pour le Téléthon. C'était avec un jeune homme, on a le droit de citer des noms? Bien sûr, vas-y. Il s'appelle Jean-Philippe Ponce. Ok, je sais pas si tu te rappelles. Bien sûr, Jean-Philippe, bien sûr. Jean-Philippe. Et on se motive tous les deux pour participer à ce Téléthon. Et en gros, c'était il y avait un club de théâtre qui cherchait des comédiens pour écrire une pièce. D'accord. Un petit truc de 15 minutes, tu vois. Et le jouer au Téléthon. Et c'était où? C'était au Pen Mirabeau. D'accord. Donc Pen Mirabeau, c'est la ville, ou petite ville, grand village, on peut dire, 20 000 habitants quand même, où on a grandi en effet. Ouais. Et donc, on a écrit une espèce de parodie des Simpsons avec Jean-Phi. Vraiment. Lui faisait Homer, et moi je faisais son père, Abraham. Avec des voix comme ça. Et du coup, vraiment, ça a été déjà un premier déclic. D'accord. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aime faire le con pour faire rire les gens. C'est marrant. Et finalement, parce que
qu'est-ce que t'aimes... Alors tu dis qu'est-ce que j'aime faire le camp pour faire l'argent, parce que t'as pu te nourrir en fait du rire des gens, c'est ça, et du coup ça t'a créé un plaisir. Ouais, c'est magnifique. Magnifique, d'accord. Okay. Ça te nourrit toi en tant qu'acteur, en tant qu'être humain, mais surtout de les voir, surtout dans un contexte comme ça assez douloureux où tu vois des gens en difficulté. Ouais. De voir que pendant un bref instant, tout ça s'oublie pour se réunir autour d'un délire. Ouais. Je trouve ça magique. Ah, c'est magique. D'accord, c'est génial. Et donc du coup, pour revenir sur ton parcours, donc tu travailles donc chez cette société, si on parle, je ne sais pas si on peut la nommer, mais... Ah si, on peut, c'était bien sûr. Donc cette société s'appelle APM Monaco. Aujourd'hui, elle a eu plusieurs noms, mais aujourd'hui, elle est connue sous le nom de APM Monaco. Ouais. Donc ils ont toujours leurs usines en Chine. Ils ont maintenant plein de points de vente partout dans le monde, notamment en France, il y en a plein. Donc il y a des bijouteries qui s'appellent APM Monaco. Ouais. C'est des bijoux superbes, très très bien faits. D'accord. Ils ont su s'adapter aux évolutions du marché au fur et à mesure. D'accord. Très très belle société qui est toujours dans une grande réussite. Oui, je sais, très connue d'ailleurs. Et du coup, mais quand même, en parallèle, donc tu travaillais chez APM, mais en parallèle, tu prenais des cours de théâtre, il me semble, ou alors tu participais, tu faisais partie d'une troupe. J'allais y venir. Ce qui est intéressant, c'est qu'au sein de cette société, je me suis lié d'amitié avec le responsable informatique de la boîte. D'accord. Okay. Wow. Qui, lui, avait fait le parcours inverse. Ah, génial. Donc, lui était comédien. Ouais. Et puis on aurait dû l'inviter. Comment il s'appelle? Il s'appelle Thierry Salarno. Thierry, la prochaine fois, que tu as dû croiser sûrement, déjà à c'est Cannes, possible. C'est lui qui avait son théâtre. Oui, je vois qui. Et donc, pour sa fille, qui elle aussi était passionnée de théâtre, il a décidé de faire un petit peu, alors pas machine arrière, parce que lui est très content de sa vie. D'ailleurs, il a repris un peu. Il est metteur en scène, il est comédien. Ouais, d'accord. Et donc, il a eu le projet d'ouvrir un théâtre à lui, pour pouvoir reprendre un peu ça. Et surtout permettre à sa fille de plonger la tête première là-dedans, parce que si ça lui plaisait, d'ailleurs, elle est comédienne, elle aussi, maintenant. Et donc, j'ai participé à cette création. J'ai fait partie de la première troupe dans ce théâtre qui était encore en construction. Je l'ai vu évoluer, il n'y avait pas de gradin au départ, il n'y avait rien. C'était très drôle. Et donc, on a bossé, la première année, donc, on bossait ensemble à Monaco. Ouais. Bon, moi, je voyageais beaucoup, mais à chaque fois que j'étais là, j'allais répéter avec eux. Et la première année, on a bossé sur une adaptation des livres 1 et 2 de Kaamelott. D'accord. Wow. Donc, on a fait une pièce de théâtre d'1h30, 2h à peu près. Ouais, c'est massif, en plus, en termes de lecture. C'était un bon boulot, franchement, c'était très agréable. Wow. Et on a pris, alors, le texte, vraiment... mais on a sélectionné quelques sketchs, quelques moments, on a fait un petit montage pour qu'il y ait une histoire quand même aussi, comme dans les livres. Ouais. Et c'était hyper jouissif à jouer. En plus, il m'avait donné le rôle du roi Arthur. Qu'est-ce que j'adorais. Du coup, t'as réussi à sortir l'épée ou pas? Ouais, c'est bon. Bon, ça va, oui. Et donc voilà, le fait d'avoir eu cette première expérience plus jeune, où j'avais été très rapidement calmé par la famille, tu sais, les immigrés qui te disent non, tu vas pas faire de théâtre ou de musique, tu vas faire des études, tu vas ramener de l'argent pour toi, tu vas créer ta famille, et voilà. Mais du coup, voilà quoi. Et donc, dans ce contexte-là, à Monaco, en reprenant des cours de théâtre avec donc ce Thierry Salarno, et en voyageant énormément, je prenais en moyenne 5 avions par semaine. Wow. J'avais une vie très agréable dans le sens où je commençais à avoir les moyens de m'amuser. Mais quand? Ouais, c'est ça. D'accord. Et il y a un jour, il s'est rien passé de dramatique. Hein. Ouais. Donc ce jour-là, tu te définirais comme un jour déclic? Ouais, alors je pourrais même pas te donner une date précise sur ce jour. Ouais, mais je me rappelle juste de ce que j'ai ressenti. Je ne l'ai plus jamais ressenti. Je suis quelqu'un de très positif tout le temps, toujours content. Mais alors là, ce jour-là, une idée noire horrible. Et j'ai compris que j'allais mourir. Ouais. C'est-à-dire qu'un jour, tout ça, là, je ne le verrai plus jamais. Ouais, c'est ça. Et je n'ai pas été confronté à un danger. J'ai juste réalisé qu'un jour, je ne serai plus là. Ouais. Que je ne pourrai plus profiter des gens que j'aime, plus profiter de faire quelque chose que j'ai envie de faire. Et c'est arrivé dans mon cerveau comme une évidence. D'accord. Je suis très cinéphile. Ouais. Je dois avoir... je n'ose même pas les compter, mais... je ne sais pas. Compte-les, vas-y. Oh non, mais c'est impossible. Il n'y a pas assez de bande, même si c'est du numérique maintenant. Non, mais vraiment, je ne sais pas combien je dois avoir de milliers de DVD Blu-ray. Ah ouais, d'accord. Alors,
c'est monstrueux. Ça rentre chez toi, ça rentre à la maison. Ah bah il y en a dans la cave, il y en a dans un garde-meuble à Marne-la-Vallée, il y en a chez mes parents. Non mais vraiment, c'est monstrueux. Oh là là, quelle folie. Ah non mais j'ose même pas compter le fric que j'ai dépensé là-dedans. Ouais. Bah à Monaco, c'était un peu mon seul plaisir. Ouais. C'est-à-dire que je passais à la Fnac le soir. Ouais. Tu vois, après le matin, c'était quoi mon planning? Je me levais, j'étais complètement taré. Je me levais vers 5h. Ouais. Je faisais un peu des pompes et des conneries. Ouais. Je suis allé à la piscine sous le stade Louis II. Ouais. À Louvre à 7h. À 8h30, une douche. À 9h, j'étais au bureau. Et après, tu prenais Et après, l'avion. je Puis et après, alors ça, c'était les rares fois où j'étais à Monaco. Ouais. Ouais. Ça, c'était cool. Ouais, mais Et donc, je passais à la Fnac, je m'achetais des films. Et le soir, je pouvais les regarder tranquille. Ouais, mais ce moment de déclic que tu décris, c'est marrant parce que moi, alors je ne me suis pas confronté, enfin, je n'ai pas été confronté à la mort, mais en fait, j'ai eu cette même réflexion il y a très peu de temps, lorsque ma femme a été enceinte en fait, de la première, hein, donc, de notre première fille, Colline. Je me suis dit, bon, tiens, tu vas avoir une petite fille, qu'est-ce que tu vas lui laisser? Et je me suis dit, le jour où tu ne seras plus là, qu'est-ce que tu vas laisser à ta fille? Et ce que j'ai envie de faire, c'est pour ça en fait que je fais ces podcasts aujourd'hui. C'est une des raisons, hein, c'est pas la seule raison, mais il y a d'autres raisons. C'est un déclencheur. C'est un déclencheur. J'ai envie que mes filles, parce que maintenant on a une deuxième, mes filles en fait puissent avoir une trace, je ne sais pas de quelle manière, bon là c'est un moyen, hein, donc le podcast, puissent avoir une trace en fait de qui était leur père, quoi. Donc j'espère qu'ils me connaîtront le plus longtemps possible. Bah, évidemment, mais on ne sait jamais, on touche y voit, mais en effet, c'est le fait d'être confronté comme ça pas à la mort, mais de penser à la mort, dire mais qu'est-ce qu'on va faire pour laisser une trace dans ce monde-là? C'est une façon positive de penser à la mort. Tout à fait. Parce qu'on le sait, on signe, c'est un contrat. Bien sûr, c'est un contrat. Tu sais où tu vas finir. Ouais. Donc le fait de s'en rappeler positivement. On ne sait pas quand, on ne sait pas où, mais on sait où. Mais ça qui est important, on ne sait pas quand. Il ne faut pas perdre de temps. Ouais, c'est ça. Voilà, il faut aller vers ce qu'on a envie de faire. Et donc c'est une très bonne idée de vouloir laisser des traces tout à fait. de ton passage pour tes filles. C'est ça. Donc maintenant, je me dis, dès que j'ai envie de faire un truc, j'essaie de le faire. Voilà, il faut y aller. Il faut le faire, tout simplement, quoi. Ok, très bien. Et donc, du coup, tu as eu ce moment de déclic. Est-ce que finalement, donc certes, des fois, tu es un peu sur tu es un peu surmontré, un peu chaud, quoi. Tu es un peu chaud, voilà, tu te dis, allez, c'est bon, je fais la bascule. Est-ce que quand même tu as tergiversé à un moment donné lorsque tu as pris cette décision? Qu'est-ce qui a fait que tu dis, bon, allez, soit je le fais à 100%, soit je le fais pas, quoi. Ouais, qu'est-ce qui va passer de l'impulsivité à une décision exactement. Réfléchie. Sûre et réfléchie, ouais. Ça a quand même été assez instantané. Hein. Ouais. Mais en effet, ouais, alors j'étais en couple à l'époque avec quelqu'un d'autre qu'aujourd'hui. Et j'en ai parlé avec elle. C'était très agréable parce qu'elle m'a suivi instantanément. Elle m'a dit, écoute, pour l'instant, tout ce que tu as entrepris, tu as réussi. Si tu veux faire ça, on fonce. Je dis, ok, c'est cool. Elle avait un boulot, mais de toute façon, en plus, elle était premièrement pas heureuse dans ce boulot. Et deuxièmement, le boulot arrivait à son terme. Ouais. Donc, elle recherche du boulot sur la région monégasque ou à Paris. Ouais. L'un dans l'autre, c'était à peu près pareil. Et donc, je suis allé voir mon PDG dans son bureau. Je lui ai expliqué ça. Je lui ai dit, écoute, j'ai réalisé quelque chose dans ma vie. J'ai envie de faire un truc, en fait, c'est être comédien. J'ai bien réfléchi. Je pense que je vais partir à Paris faire ça. Elle m'a dit, wow, attends, calme-toi, explique-moi. Donc, je lui explique. Je t'avoue que je ne connaissais absolument rien à la formation du comédien, si ce n'est cette école renommée qui était les Cours Florent. Et donc, c'était un choix, le Cours Florent, d'ailleurs, ou alors, c'était un choix, ou parce que tu connaissais de renom, parce que ça. Voilà. Okay, après, je regrette pas du tout. C'est une très très bonne école, mais j'aurais peut-être pas fait ça. D'accord, ok. Aujourd'hui, avec l'expérience de comédien. Donc c'est pour ça, c'est intéressant. Oui, il faut bien démarrer par quelque chose de toute manière. Absolument. Voilà. Mais il y a peut-être des formations plus adéquates aujourd'hui. C'est quand même devenu une espèce de faculté maintenant, les cours Florent. D'accord. Donc quand tu y vas et que tu sais ce que tu veux faire, je pense que tu peux vraiment avoir une très très belle formation. Si tu y vas pour un peu découvrir le métier, tu peux très vite te retrouver noyé et juste profiter de la bonne ambiance de l'école sans profiter d'une formation précise. Et du coup, tu conseillerais, on sort un peu du sujet, mais aujourd'hui tu conseillerais, quel conseil tu donnerais aux personnes qui souhaitent faire le grand saut comme toi? Donc toi, tu es passé directement au Cours Florent. Est-ce qu'il y a un autre cursus que tu leur conseillerais? Déjà, ça dépend de ce qu'ils veulent faire. Théâtre ou cinéma.
D'accord. Ensuite, ça va dépendre de quel style ils veulent faire. D'accord. Si c'est de la comédie ou si c'est du théâtre un petit peu plus... j'allais dire sérieux, mais oui, plus ou moins. Un truc un petit peu plus élitiste, on va dire. Élitiste, d'accord. Et donc là, clairement, par exemple, si c'est ce théâtre-là, il vaut mieux essayer de faire les conservatoires qu'il y a dans chaque ville pour passer le concours du conservatoire national, qui est certainement la meilleure formation pour un comédien D'accord. dans ce style de théâtre. Hein. D'accord. Après, là, dans le théâtre de la comédie, ce théâtre dans lequel je suis depuis maintenant 4 ans, 4-5 ans, je vois beaucoup de comédiens qui sont pas très bons et qui ont fait des formations, et plein d'autres qui sont excellents et qui n'ont pas fait de formation. Donc après, on peut aussi se trouver soi-même en travaillant. Mais ça dépend de la personnalité. Ouais. Dans la comédie, en tout cas, c'est assez marqué sur ça. D'accord. Après, même dans la comédie, il faut quand même avoir une précision, peut-être même encore plus... Il faut être encore plus rigoureux dans la comédie, au niveau de cette précision. C'est vrai. D'accord. Au niveau du rythme, au niveau de l'adresse, au niveau de la façon de dire le texte. Ouais. Des tas de trucs qui font que tout cet ensemble-là va donner un rire ou pas. D'accord. Et donc ça, des écoles Ça comme fait ça... penser un peu au métier de commercial, finalement, d'entrepreneur, où tu es obligé de travailler ton message, ton pitch, pour convaincre en fait ton public, qui est en fait ton client, quoi. Absolument. Mais tu sais que Xavier Florent, qui est le fils de François Florent, celui qui a fondé les cours Florent, m'avait dit, mais tu sais, ton ancien métier et celui où tu vas, il y a des similitudes monstrueuses. Ouais. C'est dans exactement ce que tu viens de décrire. Il y a une approche similaire. Similaire. Ouais, complètement. D'accord. Bon, on reviendra plus tard, mais c'est vrai que c'est intéressant. Et donc, du coup, pour revenir sur son moment de déclic, est-ce que tu as... Donc, tu as légèrement tergiversé, mais je pense on en voit le résultat, donc tu y es. Donc, finalement, tu es passé de l'impulsivité à la réalité assez... On reprend dans le bureau du patron, si tu veux. Ouais, c'est ça. Voilà, on en était là, et c'est là où on a tergiversé. Mais... Et donc, je lui dis, voilà, je vais aller faire le concours d'accès au cours Florent, c'est une semaine de stage. Si je suis pris, je m'en vais. Il me dit wow, calme-toi. Il regarde sur l'ordi, il me dit attends, ça fait 5 ans que t'es là, t'as pas pris un jour de congé. Donc on était c'était fin mai, je crois, un truc comme ça. Donc il me dit prends 3 mois là. Il me dit t'as déjà fait ton chiffre, etc. Tu prends 3 mois. Donc juin, juillet, août, tu réfléchis, tu fais ton truc et on voit. Donc moi je fais mes 3 mois, j'essaie de regarder quand même, je m'organise un peu pour monter sur Paris, quoi, voir un peu les appartes. Essayer de comprendre, voir un peu ce qu'est le milieu du théâtre ici et là. Je fais ce stage d'accès au cours Florent, je suis pris. Je retourne le voir, je lui explique, en début septembre. Attends, je te coupe, mais est-ce que tu as rencontré des comédiens pour avoir leurs conseils sur le métier que tu avais envie de faire ? Quand je suis allé sur Paris, donc pour les cours Florent, vu que c'était une semaine, j'ai énormément parlé avec tout ce qui était le corps professoral du cours Florent, qui est constitué uniquement de comédiens ou de metteurs en scène, en fait. Et ouais, donc ils m'ont dit, c'est très courageux, mais après, il n'y a que toi qui peux prendre cette décision. D'accord. Par contre, ce que j'ai demandé, c'est qu'ils me donnent la réponse immédiatement. Normalement, ils doivent t'envoyer, tu sais. J'ai dit, non, mais là, moi, je veux savoir si je suis pris ou pas, parce que demain, il faut que je signe un appart, quoi. Ou que je me débrouille à trouver un hôtel, à trouver un truc. Mais... Donc voilà, du coup, il m'avait dit, vas-y, fonce, signe, fais ce que tu veux, mais apparemment, tu veux faire ça, quoi. D'accord. Donc ça, c'était cool. Je pense qu'ils prennent essentiellement... en première année, en tout cas au cours Florent, des gens qui font preuve de volonté et d'envie. Ceux qui sont là juste pour dire je suis au cours Florent et aller draguer. Pour mettre ça sur le CV, je vais te dire parfois. Non, après, tu as beaucoup dans le stage d'accès, tu as beaucoup d'avocats, il y a beaucoup de commerciaux aussi qui venaient pour... Il y a certaines personnes qui sont un peu bloquées à l'oral et ça les aide énormément dans leur activité professionnelle. Il n'y a pas forcément que les carriéristes non, il n'y a pas que des gens qui veulent devenir termes d'ailleurs, mais d'accord, ok. C'est intéressant ça. C'était très intéressant cette semaine de stage. C'est une bonne formation. Complètement. Que je devrais penser éventuellement. Bon, ça va, toi. Non, tu sais, on est toujours améliorable. Et donc, je suis retourné dans ce fameux bureau du PDG pour lui dire que j'étais pris, que je voulais y aller. Et quelle a été sa réaction ? J'ai adoré sa phrase. D'accord. Qui était ? Il a eu un petit moment de silence. Tu veux le nommer d'ailleurs si Il s'appelle Philippe Prête. Philippe Prête, d'accord. Philippe Prête, qui est donc le président directeur général de la société APM Monaco. Et il t'a dit ? Une personne exceptionnelle, quoi, qui part de rien, qui a fait un empire de la bijouterie, un cerveau brillant à un point. Vraiment. Génial. Et donc, il m'a dit une phrase qui est gravée, mais à jamais. Il m'a dit, bon, écoute, il m'a dit, moi, j'ai réussi dans la vie, mais est-ce que j'ai réussi ma vie ? Fonce. En plus, il m'a dit, vu que quand même, j'avais fait preuve aussi là-bas d'acharnement pour trouver des clients
Oui. à l'échelle internationale. Et il m'a dit, de toute façon, avec le chiffre que tu as fait et que tu allais faire en restant, il m'a dit, si tu as un problème, que tu veux revenir, la porte sera toujours ouverte. Mais du coup, est-ce que tu penses un jour pouvoir faire la bascule inverse? Passer du monde du comédien, de la comédie vers... Retourner vers le secteur de l'entreprise, le milieu d'entreprise. Plus jamais. Plus jamais de la vie. Plus jamais, parce que ça te permet réellement... Déjà, alors là, vu qu'on va basculer sur un sujet qui est plus lié à la vie, Ouais. le simple fait de découvrir des textes de théâtre, Ouais. parce que moi, clairement, je suis monté sur Paris Mhm. pour devenir comédien, mais dans le cinéma. Ou le one-man. D'accord. J'avais très peu d'expérience dans le métier, donc je voulais faire uniquement ce que je voyais, donc des films ou des one. Ouais. En arrivant au Cours Florent, quand ils m'ont un petit peu conseillé de lire certains auteurs de théâtre, que je ne connaissais pas encore, j'ai pris une gifle. C'est vrai? C'était tellement beau, c'est-à-dire qu'il y avait des auteurs qui ont écrit des textes qui dataient de 300 ans, 400 ans, et tu réalises que rien n'a changé. Mhm. Et que les gens, ces auteurs-là, ont réussi à comprendre l'âme humaine et à comprendre le comportement humain. Mhm. Et c'est toujours C'est le même. incroyable. Ouais. Alors le contexte change, la société change, Certes. bien évidemment les comportements changent un peu. Mais l'idée générale Mais- reste. Ouais, c'est exactement la C'est même bien. chose, les mêmes problématiques. Et je trouvais En fait, ça... ce sont des visionnaires, ces gens. Hein. C'est surtout des gens très observateurs, je pense. Ouais. Et c'est nous Ouais. qui... On n'est pas si exceptionnels que ça, faut l'accepter. Les gens, il y a 400 ans, étaient exactement pareils que nous. Sauf Ouais. qu'aujourd'hui, on a des iPhones, des Ouais. iPads, On et a voilà, la des trucs comme technologie ça. qui nous aide beaucoup. Ouais. Mais on est Ouais. exactement pareil qu'il y a 400 ans. Quoi. C'est dingue. Et du coup, quand même, là, on va rester un peu sur un moment important. Donc, tu prends ta décision. Comment on réagit? Enfin, tu l'annonces à tes parents, du coup, à ta famille, à ton entourage. Quelle a été leur réaction et comment tu as réagi par rapport à leur réaction? Bon, après, mes parents me connaissent. Et surtout, j'avais été quand même un fils respectueux Ouais. jusque-là par rapport à leur choix. Et c'était mon choix aussi. C'est-à-dire que depuis tout petit, quand même, je voulais soit être artiste, donc soit dans la musique, soit dans le théâtre. Mais quand même, j'ai toujours voulu être dans le commerce. Ouais. Donc, quand ils ont poussé cette voie-là, je ne me suis pas senti forcé. Donc, c'était aussi un choix personnel. Mhm. J'ai toujours fait ce que j'ai voulu faire de toute façon. Donc, ça, ils le savaient, ils en ont toujours eu conscience. Donc, de voir tout ça et qu'ils me disent non, pas de truc de théâtre, si elle a fonce dans ce que tu voulais faire dès le départ, ils m'ont pas tellement influencé, c'était ce que je voulais. Quoi. Ouais, bien sûr. C'est ce déclic dont on a parlé avant, je me suis dit, c'était bien, c'était une très belle expérience, mais je préférerais faire l'autre rêve que j'avais. J'ai envie de vivre ma vie, quoi. Et donc, mes parents, déjà mon père qui a toujours été musicien et qui l'est toujours, a pas eu trop de mal à comprendre. Ouais. Et ma mère était un peu plus inquiète pour mon avenir parce qu'en effet, tu as une insécurité financière monstrueuse dans ce métier, et même aujourd'hui. Hein. Ouais. On est dans une précarité de l'emploi qui est, j'ai envie de dire, elle est annuelle. Ouais. Parce que tu as un système français qui te permet d'un an à l'autre de vivre. Ouais, ou survivre. Ou de survivre. Mais si tu n'arrives pas à avoir une organisation qui te permet de rentrer dans les cases sur une année, l'année d'après, tu n'as rien. T'as rien, ouais. Et donc là, tu es mal. C'est vrai. C'est vrai. Et donc ça, mes parents, de toute façon, d'une, ils ne connaissaient pas encore cette organisation. Ouais. Mais ils savaient quand même que c'était très compliqué. Donc ils se sont dit, tu vas passer d'un milieu où tu es à Monaco, où tu gagnes beaucoup d'argent, à d'un coup, tout repartir à zéro. Ouais, c'est ça. Et on dit, ouais. Ouais. Et alors? Mais non, mais en plus, c'est ça, ils ont vécu une fois. Quoi. Ouais, Mais ils ont dû voir, bon après je n'étais pas là lorsque tu leur as fait l'annonce ou lorsqu'ils, donc du coup ils ont répondu à ça, mais je pense qu'ils ont dû voir dans ton regard, dans tes yeux qu'il y avait des étincelles. Quoi. Donc, du coup ils se sont dit, allez. La flamme et surtout qu'il y avait Voilà, la flamme, une impossibilité totale de me faire changer d'avis. Tout à fait, ouais. Et donc du coup, on acquiesce, quoi, voilà. finalement. D'accord, écoute, c'est génial. Et est-ce que donc tu arrives dans le milieu de la comédie, du théâtre, pas encore du cinéma, mais en tout cas... Ça va venir. Ça va venir. On va parler de tes projets, d'ailleurs. Donc, je suppose que tu as beaucoup de points sur lesquels il a fallu que tu réfléchisses. Et surtout, tu as dû faire face à beaucoup de barrières, que ce soit psychologiques ou même autres que psychologiques. Est-ce que tu peux me dire quelles étaient les barrières les plus difficiles auxquelles tu as dû faire face lorsque tu as fait cette bascule vers le monde du théâtre? Alors, du coup, on va passer directement à la période après la formation scolaire, qui est une très bonne scolaire théâtrale, quoi. Ouais, théâtrale, donc après les années au Cours Florent. Ouais. Quand tu entres dans la vie active en tant que comédien, c'est chaud. Ouais. Déjà, il faut savoir que si parmi tes auditeurs, il y en a qui veulent devenir comédien, commencez très jeune. Très jeune, ouais. Surtout si vous voulez suivre
un parcours typique, à savoir le conservatoire et tout ça. Mhm. Conservatoire, ils ne prennent personne en dessous de 25 ans. D'accord. Ok. Et quand tu sors du conservatoire, tu es ce qu'on appelle un JTN. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en gros, tu es un jeune travailleur national. Jeune très normaté. Non, ce que je veux dire, c'est que tu as le gouvernement Ouais. qui, pendant 2 ans, Ouais. prend en charge la moitié de ton salaire. D'accord. Donc, les théâtres nationaux vont t'embaucher Ouais. et eux, ça leur revient moitié prix. D'accord. Ok. Donc, du coup, D'accord. tu as du boulot. T'as dit, ouais. Quand tu as passé 25 ans, c'est mort. Ouais. Moi, je suis arrivé au cours Florent, j'avais 27 ans, bientôt 28. Donc, déjà, tout ça, c'était mort. Game over. Donc, du coup, tu te retrouves livré à toi-même. Mhm. Et la plus grosse barrière, surtout pour un gars comme moi, Mhm. qui, j'allais dire sans déconner, mais sans déconner, je Mhm. pense, et j'étais capable de vendre n'importe quoi, Mhm. mais de te vendre toi, c'est pas pareil. C'est le plus dur. Et ouais, Ouais. c'est ça. C'est pas pareil, parce que du coup, quand t'as un truc, t'as foi en ton produit, t'es là, tu le dis, c'est... Ouais. T'as une distance avec ce Ouais. que tu vends. Là, Ouais. quand c'est toi, c'est pas pareil. Ouais. Et du coup, Et ça a été un intéressant ce frein que au tu dis. départ. Ouais. Et du coup, comment tu l'as travaillé ça? Est-ce que tu l'as travaillé? Je suppose que oui. De toute manière, tu es obligé pour pouvoir réussir, pour pouvoir atteindre ton C'est arrivé objectif. progressivement, c'est-à-dire qu'au début, je me suis dit, bah, merde, je m'en fous, je vais faire mes projets moi. Sauf que quand tu sors d'une école, t'as pas assez de réseau pour faire des projets toi. Ouais. Et surtout, j'ai fait des choix de pièces avec un très beau texte, avec des trucs Mm. comme ça. Où là, si t'as pas un pied dans le théâtre national, le théâtre public, Ouais. personne vient te voir. Ouais. J'avais choisi une pièce qui s'appelait... on avait choisi une pièce avec ma partenaire de l'époque. D'ailleurs, c'était même son projet à elle Mhm. auquel j'ai adhéré. Ça s'appelait Clôture de l'amour, D'accord. d'un auteur contemporain qui s'appelle Pascal Rambert, qui écrit pour la Comédie Française, Ouais. et qui maintenant est joué dans le monde entier. C'est vraiment génial ce qu'il écrit. Pas tout le monde aime ce qu'il fait, mais il y a de très belles pièces. Et donc, Clôture de l'amour, c'est 2 monologues. Ouais. Le mec, pendant 1 heure, parle Ouais. à sa femme, copine, et il explique pendant 1 heure que c'est terminé. Ouais. Mais il la défonce. Vraiment, c'est horrible. C'est C'est-à-dire qu'il horrible. prend point par point tous les détails de leur Ouais. relation et il explose Mm. sa partenaire littéralement devant le public. C'est Ouais. c'est une lapidation. Et au bout d'1 heure, voire un poil plus même, quand le public se dit « Ah, c'est terminé », la femme dit « C'est bon, t'as fini ?» Ouais. À moi maintenant. Maman. Et elle explose le mec, c'est génial, c'est exceptionnel. Donc c'est très très bien écrit. Mais en fait, si tu veux, l'auteur avait écrit ça pour 2 comédiens qui sont très bons et suivis, si tu veux, pour les spectateurs qui vont voir ce genre de théâtre. Donc Stanislas Nordet, le comédien, et Audrey Bonnet, la comédienne. D'accord. Ouais. Ceux qui ont été à la Comédie Française, qui jouent Nordet, là, il est directeur du TNS, je crois, encore, toujours à D'accord. Strasbourg. Enfin bref, donc du coup, c'est... J'avais fait le parallèle avec ma partenaire à l'époque, lui expliquant pourquoi nous on galérait. Je dis, imagine, t'es à l'époque de Molière ou de Musset, allez, on va dire, pour avoir un texte un petit peu plus dans le style un petit peu plus dramatique. T'as Musset qui fait sa pièce, Ouais. pour les comédiens, il écrit pour eux, ça se joue, Ouais. et t'es une petite troupe à côté, de pro, hein, Ah ouais. t'es une troupe à côté, et t'essayes de faire la même pièce. Est-ce que tu crois que le public qui connaît Musset va venir te voir toi? Non. Et tu vois, ça, c'est marrant parce que c'est des erreurs de stratégie commerciale Ouais. C'est marrant. que je n'ai pas vu parce que j'étais tellement aveuglé par Eh la ouais, passion Eh ouais, c'est ça. Mm. que du coup, tu mets du temps à te dire, attends, stop. Ok, c'est la passion, ok, c'est un truc, mais ça reste un produit. Ouais. Il faut Finalement- trouver la meilleure façon pour le vendre, où le vendre et comment le vendre. Ouais, c'est ça. Donc, finalement, être à l'écoute du marché, finalement. Absolument. C'est dingue. Hein. En fait, le lien, Ah, il c'est est. que ça, quoi. C'est le du lien, commerce. il est fait très Et alors, rapidement avec le monde de surtout- l'entreprise, quoi. Surtout L'entrepreneuriat aussi. Surtout aujourd'hui. Ah, c'est dingue. C'est-à-dire que là, depuis 20 ans, la plupart des théâtres, Mhm. bon, je parle du panel de théâtre parisien. Tout à fait. La plupart des théâtres ont été rachetés par des hommes d'affaires Ouais. qui alors, commencent un petit peu à avoir une culture du théâtre, Mhm. mais une culture erronée, donc qui, eux, ont pour seul but de faire de l'argent. Ouais. Donc ils dénaturent totalement le métier parce qu'ils veulent uniquement une rentabilité financière. Mhm. Donc ils vont programmer des pièces qui sont de moins en moins qualitatives. C'est vraiment un nivellement par le bas. Le public va avoir de plus en plus de trucs pourris Mhm. et que finissent par être contents quand même parce qu'il n'y a que ça. Mhm. Et surtout, ils vont payer de moins en moins les comédiens. Mais comme tout le monde accepte, Ah ouais. ça tire les salaires vers le bas. Ah ouais, tout à fait. Donc c'est en train de tuer la profession. C'est marrant parce qu'on peut faire vite le lien entre ce que tu as comme programme à la télé aujourd'hui
où on est sur des programmes pourris, désolé du terme, non, mais c'est vrai. qui ne nous apprend plus rien, hein, qui c'est du nivellement par le bas, mais que les gens regardent quand même parce que finalement c'est mais il n'y a que ça. Il y a que ça. Tu arrives du boulot, tu allumes la télé, tu tombes sur un truc, tu vas quand même délirer de temps en temps, tu vas avoir 2-3 bonnes blagues et puis t'es content, mais il n'y a que ça, donc tu n'as pas le choix. Enfin, et du tu as le choix. Et c'est pour ça que des sociétés comme Netflix, comme Canal+, qui ont compris. D'ailleurs, j'ai adoré la dernière campagne de Canal+. Oui, sur Netflix, le lien avec Netflix, c'est génial. Avec Cadmerade. Oui, une fois avec le Netflix flouté, fait pas flouté, mais une fois il bip Netflix, et tout le monde après je dis finalement on peut dire Netflix. C'est marrant. Et c'est génial parce que j'entendais moi les gens dire ils sont cons Canal+ ou quoi, ils parlent de Netflix, ils font de la pub pour Netflix. Et ben ouais, en fait c'est un partenariat avec Netflix. C'est génial. Ouais, c'est génial. Non, franchement, je trouve ça génial. Mais du coup, c'est plus que cette solution-là qui fonctionne. Et t'imagines les productions comme elles sont en train de grossir. Netflix, ils ont une puissance maintenant. C'est dingue. Et leurs programmes sont de qualité. Hein. Ouais. Et finalement, tu penses pas, par rapport à ce que tu dis à ces personnes-là du secteur privé, on va dire, qui rachètent les théâtres pour faire de la production à tout va, mais qui finalement, c'est vrai que c'est acteur dans le fait de niveler par le bas la qualité en fait théâtrale aujourd'hui. Est-ce que finalement, lorsqu'on regarde le nombre d'acteurs français aujourd'hui qui à l'international percent, je trouve que c'est ridiculise, est-ce que je trouve pas finalement qu'ils ont un rôle aussi dans ce qui se passe aujourd'hui? C'est vrai que moi, lorsque je regarde les Césars, que je les compare aux Oscars, quand je compare les acteurs qui sont présents aux Césars et ceux qui sont présents aux Oscars, je me dis, il y a un monde. Il y a un monde, enfin, c'est pas un monde, c'est un univers, quoi. Ouais, j'avoue. Et est-ce que finalement, tu penses que j'exagère peut-être sur ça, mais est-ce que finalement ces gens-là ne jouent pas un certain rôle dans ça Si, complètement. Ils sont en train de même au cinéma. Pourquoi? Parce que déjà, Internet est un média inévitable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a lancé énormément d'artistes. Si on peut les appeler artistes. Il y en a qui le sont, il y en a qui ne le sont vraiment pas. Ouais. Mais du coup, et moi, j'ai été confronté à ça dans un rendez-vous à une agence de publicité. Ils prennent des gens où il va y avoir une rentabilité financière. Alors, à l'échelle nationale, c'est-à-dire à l'échelle française. Ouais. C'est ça, quand tu comparais les Américains avec les Français, il faut savoir que ce n'est pas du tout les mêmes marchés, donc pas la même production possible. Non, on est d'accord. Donc, du coup, la qualité sera moins bien. Et donc, les comédiens, même le meilleur comédien français, va avoir 10 fois moins de temps pour préparer son rôle que va avoir un Américain. Ouais. Donc, du coup, le résultat à la fin, il sera moins bon, quoi. Ouais. Je sais pas si tu as vu Joker, mais le travail qu'a pu faire. Alors, j'ai envie de le voir. J'essaie de convaincre ma femme, donc Émilie, si tu m'écoutes. Joker, ce n'est pas un film d'action, j'en suis sûr et certain. Ah non, c'est uniquement sur la psychologie de l'homme. Ah non, mais d'un homme. Ça aurait pu s'appeler Robert le Taré. Hein. Ils ont appelé ça Joker parce qu'ils se servent un petit peu du milieu. Oui, mais il y a absolument. Il doit y avoir 3-4 liens avec l'univers de Batman. Ouais. C'est tout. Donc Émilie, vas-y. Ouais. Chérie, tu m'écoutes? Ok, d'accord. Ouais, et du coup, ils vont préférer prendre un YouTuber qui a 2 millions d'abonnés, qui ne sait absolument pas jouer. C'est ça. Donc il va être mauvais, ils le savent, hein. Ils le savent, ils sont pas cons, faut pas les prendre pour des cons. Les producteurs et les gens qui sont derrière tout ça, les businessmen donc. Ils vont préférer prendre ça parce que moi ils se disent on a environ 2 millions de personnes qui vont aller voir le film. Ouais. Si on prend un jeune comédien qui est pas connu mais qui est 10 fois meilleur, on va avoir personne il suffit que tu fasses une vidéo rigolote sur le net et c'est fini quoi. Maintenant, j'ai envie de te dire, maintenant tu as tous ces influenceurs qui fleurissent, hein, vraiment, sur le net, sur la toile, qui finalement deviennent beaucoup, beaucoup plus connus et beaucoup plus écoutés que certains spécialistes. Le gynéco de ma femme, donc du coup, qui nous expliquait que certaines filles vont le voir et lui disent moi j'écoute Caroline Receveur, je veux faire comme elle me le dit. Donc le gynéco se dit malheureusement aujourd'hui à cause de ces personnes-là on n'est plus du tout écouté, notre métier est mis à mal. Finalement ça concerne tous les métiers d'aujourd'hui quoi. Caroline Receveur. Tu sais qu'elle a été ambassadrice pour APM Monaco, tiens. C'est vrai. Tiens, petit clin d'œil. Tout à fait, Philippe. Non mais en tout cas elle est très charmante. Bon, ça c'est notre point. Écoute, en tout cas, juste, j'aimerais, on va avancer, on est presque à la fin de l'épisode, mais j'aimerais éventuellement que tu me fasses un dernier lien en fait par rapport à l'expérience que tu as maintenant dans le domaine de l'entreprise et je dirais le domaine de l'art, du théâtre. Quel lien tu pourrais faire entre les... finalement, on est d'accord, on a compris, il n'y a pas vraiment de différence, je dirais, notable entre les deux secteurs.
Est-ce qu'il y a un autre lien que tu aimerais faire, dont tu aimerais faire part auprès des auditeurs sur vraiment le domaine de l'entreprise et le domaine artistique, et pour surtout ceux qui t'écoutent aujourd'hui, qui sont dans le domaine de l'entreprise, qui souhaitent faire le lien, le saut vers le domaine du théâtre? Déjà, dans la gestion de la carrière personnelle, il y a un lien à faire, c'est-à-dire qu'il faut arriver à se considérer comme un produit. Ouais. Et c'est très dur. Ouais. C'est très dur parce qu'il y a toujours un ego. Alors quand je parle d'ego, je parle pas forcément d'un ego mal placé. Hein. Mais tu as toujours envie de dire, merde, je suis un humain, je suis pas un produit. Mais d'un autre côté, si tu arrives à faire la part des choses et à te considérer comme un produit, tu vas avancer plus vite. Ouais. C'est un raccourci que je fais. Hein. Ouais, tout à fait. Mais c'est un raccourci assez intéressant. Et du coup, à partir de là, il faut que tu arrives à faire confiance. Alors, c'est pas facile de trouver un agent artistique. Il faut que tu arrives à faire confiance à une personne qui va te vendre comme un produit. Ouais, c'est pas facile. Hein. Et de toute façon, moi, pour l'instant, j'ai un agent qui est complètement taré, que j'adore. Il est fou, il est génial. Mais je pense que lui, pareil, il est capable de vendre n'importe quoi et donc n'importe qui. D'accord. Et par contre, je pense qu'il aurait du mal à se vendre lui-même. C'est toujours le même. Mais quoique j'ai quand même vu cette personne se faire virer d'une boîte de nuit où il avait organisé la soirée. C'est marrant. Et revenir 10 minutes après. Finalement, une force de conviction assez forte. Il est exceptionnel. C'est génial. C'est génial. Donc il y a ce premier lien-là, d'arriver à s'accepter en tant que produit, parce que c'est ce que tu es, un peu comme un joueur de foot, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que c'est intéressant de faire la part des choses. Toi, tu fais ton métier de comédien et tu laisses la part commerciale à quelqu'un d'autre. Je pense que c'est quand même plus facile. À côté de ça, et c'est un peu ce que je suis en train d'essayer de faire, quand tu arrives à voir comment est organisé aujourd'hui le milieu artistique dans lequel tu es, il faut s'en servir. Donc écrire des pièces et les vendre. Et les mettre en scène et les vendre, voire les jouer et les vendre. Pourquoi ? Donc c'est ton projet actuel d'ailleurs ? Complètement. Et là, c'est juste pour avoir une stabilité financière. Et c'est très simple. Hein. Quand tu es comédien, comme je l'expliquais tout à l'heure, la plupart des théâtres vont se faire en sorte de te sous-payer. Et ils y arrivent tous. Quand tu es auteur et que tu as une pièce qui fonctionne, tu prends en moyenne 10-12% du chiffre d'affaires. D'accord. Ok. Moi, j'ai bossé pour certaines pièces où à l'année, les auteurs, donc ils étaient 2 co-auteurs, se partageaient entre 10 et 12 000 euros par mois. Donc à 2 de droits d'auteur uniquement sur Paris. D'accord. Ok. Donc c'est-à-dire que, allez, on va dire 10 sur un an où on a vraiment cartonné, on était premier sur tous les sites de vente de billets en ligne. Et ils se sont fait 5 000 euros chacun avec une pièce. Ils en ont d'autres. Hein. Si jamais tu es intelligent et que tu consacres 2-3 semaines à la formation d'une équipe à Nice, à Marseille, à Toulouse, à Bordeaux, à Lyon, que ça se joue en même temps dans toutes ces villes. Premièrement, au plus on voit ton produit, au plus les gens ont envie de le voir. Tu vois, parce que maintenant, tu as des sites internet qui sont vraiment considérés comme... c'est la météo du théâtre, quoi. C'est-à-dire que tu veux voir une pièce de théâtre, tu vas regarder la température sur certains sites. D'accord. Je vais pas les citer pour pas les aider. Mais du coup, tu vas sur ces sites et tu dis, on va aller voir ça parce qu'ils sont numéro 1, numéro 2. Donc du coup, c'est un peu comme TripAdvisor ou La Fourchette pour les restaurants. Complètement. D'accord, ok. On est que sur du... Non, mais je m'en fous, je peux les citer. Tu as des sites comme Billet Réduc, comme Tic et Tac. Non, mais je m'en fous, je déconne. Et du coup, vraiment, les gens, ils vont voir sur Billet Réduc. Ils regardent. Ils sont les numéros 1. Allez, on y va. Sauf que tu as des magouilles, tu as des trucs, tu as des espèces d'algorithmes qui vont te permettre d'être en tête des... c'est-à-dire le nombre de billets que tu as en vente. D'accord. Tu vois, sur leur site, le nombre de ventes que tu vas faire, si tu en rajoutes, le nombre de séances que tu proposes. Donc, au plus tu as de visibilité à l'échelle nationale, au plus ton spectacle va monter dans le top du classement. D'accord. Et au plus tu vas faire de fric. Donc, pour revenir... Donc ma vision commerciale m'a aidé à le comprendre. C'est top. C'est ça. Et c'est ce que je vais faire. Et finalement, ça crée le lien avec le sujet du podcast, parce que le podcast s'appelle Multiface. Voilà. C'est un peu ce que tu dois être aujourd'hui. Hein. Tu dois être multifacette. Tu dois avoir plusieurs rôles pour pouvoir devenir le bon produit. Finalement, tu dois... C'est exactement ça. Pour être mieux vendu. Puis surtout pour, à 37 ans, commencer à avoir une stabilité. Ouais, là aussi. C'est après, il y a une question d'âge aussi. Ça, et du coup, à faire... c'est vrai que j'ai pas dit mon âge tout à l'heure, 37 donc. Bientôt 38. Hein. On est 2. Et donc, ça serait bien, tu sais, t'arrives à avoir une entrée d'argent. Je dis pas te faire 10 ou 15 000 balles par mois, parce que ça, il faut vraiment que la pièce, elle cartonne, et il y a une part de chance sur ça aussi. Mais arriver à mettre de temps en temps, t'as 2 pièces qui tournent dans la France par an, tu te sors tes petits droits d'auteur.
Ouais. Ça te permet à côté de prendre du temps pour faire ta création sur d'autres pièces. Ouais. Prendre du temps pour essayer réellement de faire ce que moi j'ai envie de faire finalement, de repartir sur ça, à savoir acteur de cinéma. Ouais. Donc bosser avec mon agent pour avoir des castings, avoir des rôles. Mais pour ça, avoir du temps. C'est-à-dire que quand on t'appelle, ça m'est arrivé là à Nice, on dit il m'a appelé pour me dire j'ai un casting pour Netflix, t'es là lundi. Je dis bah non. Ouais. Je suis en tournée, j'étais à Nice. Ouais. Et donc si t'as plus de temps pour toi, pour tes projets, bah, tu as des castings parce qu'à force d'y aller, c'est comme tout. C'est-à-dire que les gens se rappellent du dernier visage qu'ils ont vu. Ouais, c'est ça. Donc dans ce métier-là, au plus tu es présent, Non, au plus ça, hein. les responsables de casting te voient, au plus ils pensent à toi. Dans les agences de pub aussi, pareil, tu vois. Ils envoient toujours les mêmes parce qu'ils savent qu'ils bossent et qu'ils sont pas mauvais. Et du coup, de temps en temps, ils vont refouiller dans leur banque de données. Ils disent lui, il correspond à peu près au profil temps, on va essayer de voir ce que ça donne. Ouais. Si t'es pas présent, tu ne joues pas. Surtout que tu es face à un réseau quand même des fois très, très, très fermé, un cercle très fermé d'acteurs qui sont souvent... Voilà. Ah ouais, complètement. Et puis il y a énormément de pistons dans ce métier. Voilà, on est d'accord. Ah ouais. Je ne sais pas oser le dire. Il y a énormément de pistons. Ouais, en plus, on a fait quelques soirées d'après représentation. Et j'ai rencontré plusieurs acteurs et tout le monde me disait en effet que c'était la grande difficulté auquel... Et pourtant, j'en ai rencontré de très bons, dont toi. Je le dis parce qu'on certes est amis, mais voilà, il y a quand même de très bons acteurs avec qui tu as joué. Et je me dis, bon, c'est dingue. Moi, je vois des acteurs à la télé qui lui arrivent même pas à la cheville, quoi. Donc, et je me dis, en fait, c'est juste... Parfois et souvent, c'est comme finalement dans le monde de l'entreprise, hein. C'est une question de réseau, quoi. Ah, c'est une question de réseau. Si t'es pas là, si t'es pas présenté par les bonnes personnes ou si tu fais pas partie d'un cercle fermé ou d'un réseau fermé, voilà, malheureusement. Mais bon, tu sais que la plupart des gens qui en profitent, soit ils le disent pas parce que la plupart du temps ils sont mauvais et puis ils finissent par pas faire de carrière. Mais ceux qui ont conscience de ça te disent que ça les a aidés, bien évidemment. Mais pourquoi ? Parce que derrière ils vont continuer à bosser. Ouais, c'est ça. Et passer de là à là. Je pense à des gens comme donc Mathieu quand il est là, c'est de bas en haut. Donc pour ça qu'ils nous écoutent. Oui, merci. Je ne pas de non, mais c'est pas grave. Non, mais vraiment, quand tu vois quelqu'un comme Mathieu Chédid, qui pour moi dira toujours qu'il a profité de l'expérience de son père, mais pour faire une carrière encore plus grande, il a beaucoup de talent. Ouais. Il a du talent, mais il travaille énormément. Ouais. Je me rappelle d'une anecdote où Louis Chédid disait qu'il avait embauché comme guitariste sur ses tournées. Tout le monde disait il a pris parce que c'est son fils, il sait bien jouer de la guitare. Ils ont fait ok. Mais par contre il a pu aussi, c'est-à-dire que son père financièrement lui a permis de ses je sais pas quel âge, à 20 ans, quand il rentrait le soir, il pouvait faire de la guitare pendant 4 heures. Tu vois, moi j'étais en prépa, j'aurais aimé faire de la guitare, sauf qu'il fallait faire mes problèmes de maths et de je sais pas quoi jusqu'à 2h du mat. 2h du mat, tu te mets à jouer de la guitare, ton père il te jette un couteau normalement. Les voisins ils sont pas forcément très contents. Ok, donc du coup on arrive à la fin de l'épisode, du 3e épisode de Multiface. Donc j'ai 3 dernières questions à te poser. Vas-y. La première étant, quel bilan tu tires de ta situation actuelle ? Je vais mettre un seul mot, très positif. Okay. Parfait. Très positif. Très bonne réponse. même si de temps en temps il y a des galères financières ou même des galères humaines, parce que tu rencontres toujours des gens inintéressants, mais ça c'est dans n'importe quel métier. De manière générale, tu fais des rencontres exceptionnelles. Tu fais toujours le métier que tu as envie de faire. Et tu as quand même une sensation de liberté. Tu vois, tu fais ce que tu veux. Et ça, c'est trop bien. C'est vrai, parce que moi, là, tu donnes ton avis. Moi, je donne mon avis qui est un avis externe au tien. Lorsque je te vois jouer sur scène, tu transpires ceci, quoi. Ça se ressent, quoi. Ça se voit. C'est puissant, quoi. Donc c'est vraiment, et je pense que ça peut. Je pensais transpirer la vodka de la veille. C'est possible, hein. Mais de toute façon, c'est encore une fois une podcast audio, on peut pas sentir ces odeurs. Mais c'est vrai que ça se ressent, quoi. Et c'est clair. Enfin, c'est clair. C'est magnifique de voir que finalement la décision que tu as prise sur le fait de changer de vie, t'a transformé en tant qu'homme, quoi, en tant que personne, mais aussi en tant qu'homme. Avec un grand H, quoi. Donc, et ça, c'est génial. Donc, en tout cas, je pense que ton avis que tu as sur ton bilan, il est très positif, mais aussi il se ressent. En tout cas, il se fait ressentir cette certitude par ton entourage. Mais j'avoue que. Je pense que tes parents, ils sont fiers ils sont fiers et rassurés dans le sens où, étant donné que j'ai eu une activité professionnelle avant ça, là, je sais ce que c'est ce que je veux faire jusqu'à la fin. Et tu vois, tu as une stabilité et tu es rassuré. T'es bien. Tu vas là où tu as envie d'aller. T'as pas de doute en gros. C'est-à-dire que par contre, j'ai vu ça chez beaucoup de jeunes qui, eux, n'ont connu que cette activité artistique
Ouais. et qui du coup, au bout d'un moment, arrivé quand la trentaine approche, ont un doute, se disent qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux faire. Il y en a beaucoup qui vont changer du coup d'orientation et aller sur un travail plus basique, on va dire, enfin plus logique dans notre société actuelle. Mais ils auront la même instabilité, la même insécurité quelque part. Ouais. Parce que finalement, la vie, elle est pareille partout. Hein. Ouais. Il suffit juste de trouver C'est vrai. un modèle de vie qui te permet de vivre. Ouais, et financièrement, dans n'importe quelle activité, tu peux. Bah écoute, t'es toujours vivant, donc Voilà. ça va. Deuxième question, avant la dernière. Donc du coup, donc avant-dernière question, plus précis, parlons français. Dans 5 ans, tu seras où, tu feras quoi? Donc là, on a tiré le bilan, il va falloir que tu sois un peu plus visionnaire. Dans 5 ans, je serai où? Attention, t'es enregistré. Ouais, donc, je dans sais. 5 ans, je on le vérifiera. Dans 5 ans. Dans 5 ans, on va rester à regarder les pieds sur terre, parce que de toute façon, c'est très important. Mais ce qu'il faut, c'est travailler comme un taré. J'espère avoir plusieurs pièces qui tournent. Ok. Pour avoir donc une stabilité financière, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt. Et j'espère surtout être présent dans plusieurs longs métrages en France. Ou totalement différent, parce que tu sais que je suis capable, je serai peut-être dans un autre pays. Ah bah, écoute, c'est possible, ça me passe par la tête. Et t'as un lien? Non, mais... Ouais, pourquoi pas. Alors ça serait vraiment pour le confort de vie. Mais ouais, plutôt les États-Unis. Ouais, Los Angeles ou alors Londres. Parce que Londres. Déjà, ils ont des comédiens que je trouve, surtout les Anglais. Pour moi, en ce moment, les meilleurs comédiens au monde sont les Anglais. Ouais. Parce que leur formation, elle est géniale. Et donc, pourquoi pas essayer de travailler avec des gens comme eux. Déjà, ça t'apprend toujours. Histoire même d'être inspiré par ces gens, d'apprendre de ces gens. Ouais, carrément. Mais alors, par contre, on se plaint de la France, mais on est quand même bien en France. Hein. Parce que là-bas, t'es comédien, tu te démerdes. Et si t'as pas d'argent, tu vas être serveur. Donc, ce sera encore un nouveau départ à zéro. Quoi. Ouais, c'est une autre école de la vie. Quoi. Complètement. Ouais. Et donc, dernière question. Ouais. Final one. Ouais. La ultima. Ça fait quoi de se faire podcaster? C'est sympa, surtout quand c'est fait avec un ami de longue date, quand un de tes meilleurs potes, c'est cool. Et ben mine de rien, ça te permet de réfléchir à des questions simples auxquelles tu n'avais jamais réfléchi. Ouais. Donc c'est intéressant, ça fait un petit bilan sympa sur bah écoute, un point. On se reparle dans 5 ans. Allez, si, on verra si je suis à Multiface est encore là. Au pire, ce sera pas. Ce sera tous les deux. Ouais, exactement. Et toi, tu seras dans un grand bureau avec des podcasts de malades. Ou pas, je sais pas. Mais si. En tout cas, on verra bien. Mais en tout cas, je te remercie, Régis, d'avoir répondu positivement à mon invitation. Ouais, bien sûr, merci à toi. Et de toute façon, maintenant, on va raccrocher les micros. Et puis, on va se boire un petit coup. Oh oui, avec plaisir. Allez, merci à tous d'avoir écouté Multiface. Et de toute manière, on se parle bientôt. Au revoir. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Je suis heureux d'avoir partagé ce moment avec vous et j'espère que vous avez été inspirés par mon invité d'aujourd'hui. Si ça vous a plu et que vous souhaitez continuer à me suivre, vous pouvez vous abonner sur iTunes ou d'autres sites de podcast sur lesquels je suis présent et me mettre une note. Je suis également présent sur les réseaux sociaux et vous me trouverez en tapant sur Google Grégory Mirabella et Multiface. À très bientôt pour le prochain podcast de Multiface. Ciao ciao.